Bonjour. Alors tout d'abord, je veux quand même préciser que c'est un texte qui a une visée humoristique. Donc s'il vous plaît, ne soyez offensés par aucun mot qui peut se trouver, aucun stéréotype qui peut y avoir dans ce texte. Voilà. Entrée numéro 1. À 20 ans, est-on aussi fraîche que la rosée du matin? 2 avril 2018, 19h55, attablé. C'est un matin très frais d'avril 93 que j'ai poussé mon premier cri. Dans non pas une charmante maternité bien aseptisée, mais bien et bien à l'arrière d'un camion de pompiers. Ma mère, aussi gentille soit-elle, a ce défaut des gens pour lesquels rien n'est jamais ni grave ni vraiment pressé. Il faut croire que, dès la naissance, j'avais hérité du trait de caractère contraire, puisque je suis, selon ses propres termes, arrivée comme une lettre à la poste. Je prends cette expression urbaine comme datant d'une époque ancienne où les lettres arrivaient réellement rapidement, si tant est que ce temps n'ait jamais existé. Toujours est-il que je suis née, en avance de 3 semaines, mais en parfaite santé. Et mon caractère semblait déjà fortement défini comme voulant tout, tout de suite et sans compromis. Mon enfance se déroule sans vraiment d'encombre, hormis dans mes relations avec les êtres humains m'entourant. J'avais aucune patience. Je n'aimais pas attendre, et encore moins perdre le temps d'expliquer mon raisonnement aux gens. Soit ils comprenaient, soit ils étaient indignes de moi. Je me retrouvais souvent seule à l'école, puis au collège, élève brillante, mais continuellement agacée par la lenteur du système scolaire. L'entrée au lycée ne fut pas plus concluante pour ma popularité. Néanmoins, j'ai trouvé un groupe d'élèves avec qui former une petite bande, et devint ainsi un peu plus sociable. Après le bac, direction la fac, où je multipliais les options et activités extrascolaires. Création d'un club de lecture, bénévolat à la médiathèque, élue étudiante, etc. J'avais également dû prendre un petit job pour financer mes études, certes dites gratuites, mais qui n'incluaient ni logement ni nourriture non intellectuelle. Mes parents n'étant pas des gens très aisés et malgré toute leur bonne volonté, dans la capacité de m'aider financièrement. De plus, nos relations n'ont jamais été très proches. Nous sommes une famille par les liens du sang, mais sans plus. Aussi, j'aurais jamais pu accepter leur argent sans me sentir beaucoup trop redevable et dépendante. Et ainsi arrive ce jour fatidique de mes 25 ans, mon quart de siècle, que je célèbre, seule, dans mon 12 mètres carrés d'étudiante, une pathétique bougie plantée sur un éclair bon marché. Bon, en réalité, ok, 2 éclairs sous blister plastique. Je suis la seule de notre groupe de lycée à avoir persévéré jusqu'au master, puis au doctorat que je dois achever dans quelques mois. Ainsi, en cette triste soirée, je n'ai le cœur à rien. Même Monsieur Darcy ne me semble pas suffisant pour apaiser ma peine. Pour la première fois de ma vie, je dois l'avouer, la solitude me pèse. J'ai passé 25 années à plus ou moins fuir la compagnie des autres, à ne jurer que par la solitude, ponctuée de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et voilà que tout me rattrape. 25 ans. Je dépasse la moitié de la vingtaine. La décennie durant laquelle je suis supposée construire ma vie future. Or, je n'ai ni job sérieux, ni perspective réelle de job sérieux. Je n'ai pas de plan d'avenir. Je suis pas propriétaire et vraiment très loin de l'être. J'ai finalement très peu d'économies. J'ai même pas de voiture. Heureusement, mes parents ont insisté pour que j'obtienne mon permis. Je n'ai pas de petits copains, donc encore moins de projets de mariage ou de vie à deux, je vous parle même pas des enfants. J'envisage sérieusement l'adoption d'un chat, quitte à finir Catherinette, autant aller jusqu'au bout du cliché, non? De cette terrible et déprimante liste, le seul point qui me semble pouvoir être changé dans l'immédiat, eh ben c'est mon célibat. Mais est-ce qu'il me pèse vraiment? Ou est-ce plutôt la pression de la société qui commence à influer sur moi? Je pourrais pas vraiment le dire, mais toujours est-il que je me suis mis en tête l'idée de mon vieillissement inéluctable et que ça me fait peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je peux continuer à rester ainsi, toute seule,
Passer mes soirées, le nez dans un livre, des journées entières à ne parler à personne? Est-ce que je vais pas finir aigrie et folle? Et si je commence à parler seule dans la rue? De plus, bon, 25 ans, aucune relation stable, c'est pas très engageant. Mes études restent le prétexte idéal, mais qu'en sera-t-il plus tard? Comment justifier un état de célibat si long? On se dira nécessairement que quelque chose ne va pas avec moi. Il y aura de la méfiance, voire du rejet. Puis soyons honnêtes, s'il reste encore actuellement quelques célibataires de mon âge, la plupart souhaitant se ranger d'une jeunesse de donjon, et d'ici 10 ou 15 ans, les hommes de ma tranche d'âge seront tous mariés ou divorcés, peut-être même avec des charges parentales. Non, non, non. Il faut que je réagisse pendant qu'il est encore temps. Je veux, moi aussi, connaître les joies de la vie de couple, de l'amour naissant, grandissant, que diable, des engueulades, des réconciliations aussi, les grandes envolées lyriques de mes livres, je veux les vivre pour les comprendre. Entrée numéro 2. La beauté du cœur ou la beauté du corps? 2 avril 2018, 23h35, mon lit. Je n'ai pas été célibataire toute ma vie. Mais ma vie amoureuse n'est pas non plus un tableau de chasse, rien de quoi être fier. Je manque, je crois, énormément de confiance en moi, en ma beauté autant qu'en mon intellect. C'est ainsi que je choisis généralement mes petits amis, pas par réel choix éclairé et avisé, basé sur ma seule attirance, mais plus, je dois l'avouer, par l'unique critère qu'ils veuillent bien de moi. Je me sens si peu désirable que sans être une fille facile, hein, j'accepte très rapidement un premier rendez-vous. Mon ego sous-dimensionné se sentant automatiquement très flatté du moindre intérêt qu'on le porte. C'est ainsi que plusieurs fois je crus être amoureuse. Or, ce n'était que l'idée du couple qui me plaisait, et non le petit copain en question qui ressemblait bien plus souvent au certes très gentil et attachant bossu de Notre-Dame qu'au monsieur Darcy dont je rêve intimement. Car la vérité est là. Je rêve d'un couple dans lequel j'incarnerais l'impétueuse, libre et fougueuse Elizabeth Bennet, et dans lequel mon futur mari serait un homme mûr, sûr de lui et accompli intellectuellement. Je rêve, non pas d'une banque, mais d'un couple à la Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, un vrai couple d'intellectuels aux conversations forcément philosophiques et profondes, un peu bobo sur les bords. On irait au théâtre et à l'opéra, on lirait des livres devant la cheminée, vivant sans télé dans un grand manoir. Bon, un idéal un peu farfelu, je l'accorde, car malgré mon très grand intérêt pour la littérature, je n'ai finalement que peu de culture à mon sens dans les autres arts. J'ai toujours accordé la plus grande importance aux gens que je fréquente. J'aime, très égoïstement, qu'ils soient tous apporteurs de connaissances, peu importe le domaine. J'aime apprendre et j'aime être entourée de gens plus ou moins calés sur des sujets divers. C'était à la fois stupide, prétentieux, élitiste et par-dessus tout, cela renforce mon sentiment d'infériorité. Celui où je me sens éternellement bêtasse et tellement incultivée. Le physique est évidemment la première barrière de toute rencontre, et encore plus précisément lors d'une rencontre amoureuse. Néanmoins, je préfère 1000 fois un homme qui ne répondrait pas à tous mes critères du physique dit idéal, mais qui aurait par ailleurs toutes les qualités que je recherche. Après tout, le physique est quelque chose de subjectif et d'éphémère, non? La morale de tout ceci est que je manque surtout cruellement de confiance en moi. Je suis bien trop sévère envers mes attributs, et je manque certainement un peu de patience. Entrée numéro 3. Libérées, délivrées, les princesses doivent-elles dénoncer leur port? 4 avril 2018, 17h50, mon bureau. Si je me retrouve dans cette situation de célibat, c'est évidemment que toutes mes relations précédentes se sont soldées par un échec. Mais surtout, si mon célibat perdure, c'est parce que je me suis perdue en chemin. Je ne crois plus au prince charmant. Je ne crois plus au coup de foudre dans la rue. Celui où un bel inconnu me renverserait son café sur mon beau chemisier tout blanc,
Bon, m'engendrant au passage une brûlure au troisième degré dont je garderai les marques à vie et dont les films hollywoodiens ne nous parlent jamais. Mais toujours est-il que soit je n'habite pas au bon endroit, soit je m'y prends mal, mais les seuls mecs qui me draguent dans la rue le font en bande, à coups de sifflement et de «Wesh mademoiselle, t'es trop bonne, t'as pas un 06». Bon, rassurez-vous, hein, cette technique de drague et ce compliment qui me vont bien sûr droit au cœur est très souvent et presque immédiatement suivi d'un «Ziva, fais pas ta pute!» lorsque je daigne ne pas leur répondre. Alors bon, vous me direz, le harcèlement de rue, c'est devenu tellement banal, c'est un fait de société, c'est un cliché, dont sont victimes chaque femme au moins une fois dans sa vie, mais dont il faut un petit peu arrêter de parler quand même sous peine d'être classifié de féministe. Vous savez, comme si ce terme était devenu une insulte ou une maladie un peu vénérienne. Quoi qu'il en soit, bon, il est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que ça, c'est pas la vraie drague. Non, l'exemple qu'il faut prendre, c'est celui de l'homme qui a facilement 2 fois mon âge, qui est probablement marié au vu de l'anneau en or qu'il porte à l'annulaire gauche, et qui pourtant m'a un jour abordé au casino et proposé 50 € pour que je vienne m'asseoir sur ses genoux lui porter chance. C'est l'exemple du PDG qui ne se cache même plus quant à sa technique de recrutement. Ou encore de ce collègue bien sympathique dont la femme vient d'accoucher et qui se plaint ouvertement du manque d'activité sexuelle à domicile. C'est aussi ce copain très gentil que vous adorez, mais dont vous êtes incapable de suivre les prénoms des conquêtes en cours, et lui non plus d'ailleurs. Mais bon, ça c'est plutôt connu, les garçons sont des donjons ou des coureurs de jupons, et étrangement, on leur pardonne avec tout type d'excuses. Jeune tombeur qui profite de sa jeunesse, crise de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Homme qui cherche à se rassurer. Puis après tout, bon, on le sait, hein, le petit coup de canif dans le contrat pour les hommes, ça veut rien dire, n'est-ce pas? Par contre, une femme, ah non, une femme, ça ne peut pas avoir de sexualité sans sentiment. Non, une femme qui fait des multiples conquêtes, c'est une fille facile pour être polie. On est conditionné ainsi depuis l'enfance et on le force forcément. On se met un tas de barrières mentales. Ne pas embrasser le premier soir, jouer la prude, ne pas porter de décolleté ou de jupe courte. Mais tout ça pourquoi? Bah, juste parce que quelqu'un a décidé un jour que ce n'était pas le bon comportement pour une femme, sans se préoccuper d'aucune notion d'envie, de plaisir, de joie, de bonheur, ou encore et surtout de liberté. Car c'est bien de cela qu'il s'agit pour moi. Ma liberté n'est pas réelle et toutes ces contraintes psychologiques m'étouffent. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi porter, je ne sais plus quoi penser, et quand bien même je sais que je serai jugée pour tout ça. Aussi, j'ai fini par fuir les relations, et me voici ici à philosopher au lieu de reprendre ma vie en main. Mais il est temps que ça change. Si je veux pouvoir rencontrer quelqu'un, et que cela fonctionne, je dois pouvoir être exactement moi-même. Je vais faire un contrat avec moi-même. Moi, Inès, 25 ans, je décide aujourd'hui que je prends ma vie en main, que je m'affranchis des normes sociales à la recherche de mon propre bonheur, envers et contre tout. Entrée numéro 4. Les histoires d'amour finissent-elles toujours mal? 5 avril 2018, quelque part dans la nuit, urgence de l'hôpital. Une histoire d'amour n'est jamais simple. Il faut faire des concessions, il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, faire des efforts sur son caractère, ses exigences. Il n'est pas question de se montrer tel quel, brut de décoffrage dès le premier soir. Il faut y mettre un peu de forme, un peu d'envie et beaucoup de retenue. On ne va pas se mentir, rares sont les premiers rendez-vous qui finiraient bien si on se présentait sous son image de célibataire, avachi dans le canapé, à manger de la glace au pot, en chaussettes pilou-pilou. Rajoutez bien sûr l'épilation approximative de l'hiver, et puis c'est bon. Je suis sûre que vous avez à peu près tous en tête une image de vous lorsque vous êtes seul à la maison et que vous ne montrerez pas à votre moitié, ou en tout cas que vous n'avez pas montré dès le début. Bref, tout ça pour dire que moi, je suis célibataire. Et à l'ère d'Internet, des smartphones et des applications de rencontres de type Tinder, Adopte un mec et compagnie,
J'ai décidé de trouver l'amour, le grand, le vrai, le beau, le divin, mais je veux le rencontrer de façon 100% naturelle. Il paraît que les couples divorcent, ou plutôt se séparent. Tout le monde sait que maintenant le mariage, c'est has-been. Bref, les couples tiennent 2 fois plus à la campagne. Le taux de séparation diminue passé 30 ans, et il est également plus faible pour les rencontres faites par le biais de sites spécialisés. Comme vous imaginez, ces statistiques sont absolument rassurantes, surtout pour moi, la vingtaine, technophobe et citadine jusqu'au bout de la manucure. Dans tous les cas, maintenant que j'étais lancée dans ma lecture de statistiques et dans l'engloutissage de mon pot d'agendas, j'ai continué. J'y ai appris que j'ai de grandes chances que mon prince charmant soit dans mon cercle d'amis ou de travail. Alors laissez-moi vous dire que si l'homme de ma vie se cache parmi eux, il est vraiment très, mais alors très bien caché. Néanmoins, l'idée fait son chemin et j'ai pas pu m'empêcher d'arriver à la terrible question. Et si je l'avais friendzoné sans m'en rendre compte? Tour d'horizon obligatoire de mes amis de la jante masculine. Benoît. Bon, hors propos. J'ai une paire de seins en trop et une de couilles en moins pour l'intéresser. Jérémy. Il est en couple avec ma meilleure amie depuis 4 ans. Vous savez, ce genre de couple formé au lycée, tellement parfait qu'on sait qu'il tiendra. Valentin. Bah, c'est le frère de ma meilleure amie, ce qui l'exclut un peu automatiquement. Puis bon, surtout, il a 15 ans et je connais un peu mon code pénal. Henri. Ah, Henri, il est gentil, mais il est bien trop sûr de lui et assez insupportable dans son attitude envers les femmes. Le genre de gars bon pote, pas de problème, mais qui collectionne les filles et qui les appelle toutes bébés ou poupées, histoire de jamais se tromper de prénom. Bref, j'ai pas envie de finir sur son tableau de chasse. Vincent. Ah, Vincent, il ne boit pas, il ne fume pas, c'est bon, il est beau, pas de soucis. Mais ses seuls centres d'intérêt sont ses muscles et son calcul d'apport en protéines de la journée. Ça me semble un peu limité. Bon, bah, il reste plus que Paul, mais bon, bah, Paul, c'est mon frère et on n'est pas dans Game of Thrones. Moralité, soit je deviens lesbienne et là c'est jouable, soit je suis obligée de me tourner vers mes collègues de travail. J'avais jamais imaginé que je pourrais trouver l'amour autour d'un ballon d'huile de chez McDo. Mais bon, allez. On continue, tour rapide de mes collègues. Un peu comme au jeu Qui est-ce, vous savez. J'enlève ceux qui sont en couple, parce que j'ai une éthique quand même. Ceux qui ne sont pas dans ma tranche d'âge, ni de près ni de loin. Ceux qui ne m'ont jamais regardé. Ceux qui ne m'ont jamais parlé. Et puis, bah, il reste personne. Ça se complique de minute en minute et je commence déjà à entendre All by myself en fond sonore. Il va me falloir innover et très vite. Seule solution impérative, élargir mon cercle de connaissances et rencontrer de nouvelles personnes. Un rapide tour sur le site de la mairie et je découvre l'atelier parfait et sexy à souhait. Un cours de poterie. Je m'y rends donc dans l'après-midi avec une assurance folle. Mais le prof était une prof. Il y avait pas l'ombre d'un Patrick Swayze à l'horizon, ni même d'un seul homme à vrai dire. Je suis repartie avec une sorte de cendrier étrange, alors que je fume pas, et un moral en berne. Tellement en berne que ma consolation fut d'aller à l'exposition temporaire du musée d'à côté. C'est dire mon niveau de désespoir. J'étais donc là à observer un tableau très étrange d'un visage défiguré, à me demander à quel type d'accident cet homme avait pu survivre pour finir ainsi, quand il m'a parlé pour la première fois. Vous aussi, vous aimez Picasso? Je l'ai regardé, j'ai regardé le tableau, je l'ai regardé à nouveau, son visage était très beau, vraiment très beau. Ou bien était-ce le contraste avec la peinture? Toujours est-il que, sous l'emprise de son regard, j'ai répondu « Oui, beaucoup ». Et ce fut mon premier mensonge. Ce n'était pas un gros mensonge, juste un petit coup de pouce pour engager la discussion. Après tout, chaque histoire a besoin d'un petit coup de pouce. La discussion tourna en invitation à dîner de ma part, qu'il accepta. Et ce premier rendez-vous faillit être fatal. Mais attention, quand je dis fatal, entendons-nous bien.
Je parle vraiment, au sens propre du terme, du genre mortel et pas d'ennui, non, non, du genre SAMU, hôpital, urgence, le grand jeu, quoi. Dans ma précipitation à vouloir le revoir, je l'ai donc invité à dîner, oubliant par là même deux gros défauts à mon plan. Premièrement, je n'ai toujours qu'un 12 mètres carrés d'étudiante. Et deuxièmement, mes talents culinaires sont particulièrement sous-développés. J'ai donc fait appel à ma meilleure amie qui m'a conseillé quelque chose de simple et basique à m'apporter. Un classique, saucisse purée. Pareil que derrière ça, il y a un sens caché, rapport à l'enfance, la Madeleine de Proust, le rôle de mère protectrice et nourricière, bref, vous l'avez compris, elle fait des études de psycho, quoi. Tout était plutôt bien réussi, mais je ne pouvais évidemment pas deviner qu'il était allergique au clou de girofle dont je m'étais servi pour assaisonner la purée mousseline. Et puis, une bonne allergie, hein. Bon, avec le recul, je me rends compte que sans cette histoire d'allergie et de nuit passée aux urgences, on ne serait peut-être pas rapprochés aussi vite. La moralité de l'histoire, c'est que chaque histoire commence toujours par un mensonge de quelque sorte que ce soit, que l'on finisse ensemble ou non. Il ressort de chaque rencontre et de chaque histoire d'amour quelque chose de beau à choyer. Mes parents, par exemple, se sont séparés, mais je sais qu'à aucun moment ils n'ont regretté leur histoire, rien que par le fait de mon existence dans leur vie. Tout est une question de point de vue et de vision de la vie. Pour finir sur mon histoire personnelle, nous sommes toujours ensemble, et je pense donc que les histoires d'amour ne finissent pas forcément mal, sauf si vous le tuez le premier soir.